Depuis une dizaine d'années, Liège subit une importante métamorphose. On rencontre des chantiers dans tous les coins de la ville. Il y a eu la restauration de l'église Saint-Barthélemy et du musée Curtius, la gare des Guillemins qui a été relookée par Santiago Calatrava, la construction de la Tour des Finances, plus près de nous, la réhabilitation de l'ancien site universitaire du Val-Benoît et enfin l'édification du méga-hôpital du Mont-Légia. Liège se transforme et je me pose une question. Comment était-elle bien longtemps avant tout ce chambardement? Déjà en 1880, l'écrivain italien Louis Guichardin disait « Liège est belle, son plan est merveilleux. Elle est assise en une très plaisante vallée ceinte de coteaux et de montagnes. La Meuse y entre avec 2 rameaux et y fait plusieurs îlettes habitées. » À cette époque, la configuration de la ville était bien différente de celle d'aujourd'hui. Les multiples bras de la Meuse la divisaient en 3 parties principales. Il y avait tout d'abord la cité qui s'étendait du palais des princes-évêques jusqu'à Saint-Walburge. Ensuite venait l'île avec l'église Saint-Paul et le couvent des Jésuites wallons. Et pour terminer, Outremeuse qui était la terre des Grignoux. Au cours des siècles, les différents bras d'eau et les canaux furent comblés pour ne garder que la branche principale du fleuve. Mais la ville garde encore le souvenir vivace de son lointain passé, dans son architecture et dans ses archives. Je vous propose d'aller à la rencontre de ce passé. Depuis les hauteurs de Saint-Walburge, le chemin le plus rapide pour gagner la cité a toujours été la rue Pierreuse, qui est l'une des plus anciennes de la ville. À l'origine, elle était le point de départ de l'antique voie Liège-Tongres. Et dès le Moyen-Âge, le bas de la rue a toujours été occupé par les maisons patriciennes de nobles liégeois. Pierreuse nous conduit directement à la place Saint-Lambert et au palais construit par Notger au Xe siècle. Le long des murs du palais, on peut déjà voir les maisons de la place du marché, puis à droite l'hôtel de ville, la Violette, et à l'avant-plan le perron liégeois. Si nous tournons le dos à la place du marché, nous apercevons la place Saint-Lambert, avec au fond, dissimulé par les arbres, le bâtiment de l'Opéra Royal. Sur la gauche, on trouve l'hôtel particulier du banquier Serfontaine, qui deviendra le Grand Bazar en 1884. Pour réaliser la gravure suivante, le dessinateur se trouve à l'entrée de la rue de l'Université, un bras de Meuse qui avait été comblé 5 ans plus tôt. À l'arrière-plan, on peut voir le début de la Sauvenière, la rue Haute-Sauvenière et le clocher de l'église Sainte-Croix. À l'origine, la Sauvenière était un important bras de Meuse. Il sera dans un premier temps transformé en canal, puis en égout et enfin en un boulevard tel que nous le connaissons aujourd'hui. La gravure suivante date de 1838. On y voit l'église du Saint-Sacrement. Le cours d'eau qui la longe est la rivière d'Avroy. Elle ne fut comblée qu'au XIXe siècle, mais avant cela, elle se divisait ici même en 2 branches, une coulant à la place du boulevard Pierrecot, tandis que l'autre gagnait la Sauvenière par ce qui va devenir le boulevard d'Avroy. La rue de la Régence était elle aussi un bras de Meuse, appelé le Biais Saint-Denis, car il était traversé par le pont du Torrent qui permettait d'accéder au quartier Saint-Denis. Ici, on voit les 3 premières arches du pont d'Île. Il comptait 11 arches, sous lesquelles coulaient 6 bras de rivière. Celui qui allait de l'actuelle rue de la Ouache à la rue du Pont d'Île n'a été remblayé qu'en 1826 pour devenir un piétonnier commerçant.
Tout à côté, le passage Lemonnier a été inauguré en 1839 et en 1934, il a été complètement remis au goût du jour. Nous sommes maintenant au boulevard Maurice d'Estenay. Le Verbois, siège du Conseil économique et social de Wallonie, a d'abord été un hospice qui recueillait les malades incurables et les filles repenties. C'étaient des femmes de mauvaise vie qui se rendaient dans le couvent pour y faire pénitence. Mais curieusement, on n'y admettait que les femmes de moins de 30 ans, sans doute celles qui étaient capables de fournir une main-d'œuvre efficace et à bon marché. Du boulevard d'Estenay, nous arrivons sur les bords de la Meuse. Et puisque Liège ne serait pas ce qu'elle est sans son fleuve, nous allons continuer notre visite à bord du bateau-mouche le Vauban. Rendons-nous à l'embarcadère situé face à l'aquarium. En remontant rapidement le cours de la Meuse, nous allons passer devant l'église Saint-Vincent. On croit savoir que le premier édifice religieux du quartier de Fétine fut construit vers l'an 1300. Malheureusement, implanté sur le site inondable du Fourchu Fossé, il fut très souvent détruit par le torrent qui y coulait. Et après de nombreuses reconstructions, l'édifice actuel a été érigé en 1930. Nous arrivons maintenant au Val-Benoît, qui doit son nom de Val béni à une abbaye qui abrita des chanoines augustins, puis quelques années plus tard des religieuses de l'ordre de Cîteaux. Depuis 1924, l'endroit est devenu la propriété de l'Université de Liège. Mais laissé à l'abandon, c'était devenu un véritable chancre urbain. Heureusement, depuis peu, il est en voie de réhabilitation. En redescendant la Meuse, nous allons maintenant passer sous toute une série de ponts. Le premier, le pont de Liège, assure la liaison entre les autoroutes E25 et E40. Arrivé à hauteur du pont du Val-Benoît, on aperçoit sur la colline de Cointe l'église du Sacré-Cœur et le monument interallié, bâtiments qui furent construits après la guerre 14 en mémoire des soldats tombés au combat. Ensuite, passé le Val-Benoît, nous arrivons au pont de Fragnier, qui est le plus prestigieux héritage de l'exposition de 1905. C'est ici que l'Ourthe se jette dans la Meuse. À cet endroit, le fleuve se divise en deux bras, qui se rejoindront à hauteur du pont Atlas V. Situé à la pointe de l'île, le parc de la Bovary abrite le musée des Beaux-Arts. Au XIXe siècle, la ville y avait fait aménager un jardin zoologique et un vélodrome situé juste à la place de la Roseraie. Presque toutes les infrastructures ont été remplacées par des espaces gazonnés plantés d'arbres. Actuellement, le musée subit une complète restructuration qui devrait voir son aboutissement d'ici quelques mois. Toujours à droite, on peut voir le Palais des Congrès, construit en 1958 à l'occasion de l'exposition de Bruxelles. Le pont Albert qui y conduit date de 1957. Il a remplacé le pont de commerce. Celui-ci devait son nom au bassin du commerce, premier port fluvial de Liège, qui fut comblé en 1870 pour faire place au parc d'Avroy. Nous passons maintenant devant les bâtiments abritant l'imposante bibliothèque de l'évêché, derrière laquelle apparaît le clocher de la cathédrale Saint-Paul.
Cette gravure nous montre, occupant la plus grande partie de l'île, le couvent des Prémontrés et des Croisiers, ainsi que le collège et l'église des Jésuites wallons. Ce couvent deviendra au XIXe siècle le palais de l'Université de Liège, autrement dit les bâtiments de la place du 20 août. Lorsqu'on a sous les yeux une vue panoramique de la ville à cette époque, ce qui frappe, c'est le nombre de clochers qui surgissent partout. Il faut alors se souvenir que Liège était une ville dirigée par un prince-évêque, ce qui fait que jusqu'à la Révolution française, Liège comptait non seulement une cathédrale et 7 collégiales, mais également 23 couvents d'hommes, 27 couvents de femmes, 32 églises paroissiales, une quarantaine d'abbayes, de couvents et d'hôpitaux, plus une trentaine de béguinages et un nombre incalculable de chapelles et d'oratoires tenus par des religieux. Mais curieusement, s'il existait autant d'édifices religieux, il n'existait à Liège qu'un seul pont pour relier l'île à la cité. C'était le pont des Arches. On en voit ici un des tout premiers exemplaires, surmonté de la Dardanelle. La Dardanelle était un fortin construit pour tenir en respect les grignoux d'Outremeuse. Il était armé de 8 canons et défendu par un corps de garde. Par sécurité, sa porte monumentale était fermée chaque soir quand sonnait la cloche du Val des Écoliers. En continuant notre croisière, nous allons passer devant la maison Havard, située sur le quai de la Goffe. C'est le plus ancien bâtiment privé de la ville. Quelques centaines de mètres plus loin, nous passerons sous le pont Saint-Léonard, qui avant donnait accès à la place Maguin et à la prison Saint-Léonard. Cette prison a tenu une place importante dans la vie des Liégeois. Combien de gamins un peu trop turbulents n'ont-ils pas été menacés de finir leur jour sur la paille à Saint-Lino, ce qui ne les a pas empêchés de devenir des citoyens irréprochables. Nous arrivons maintenant à l'hôtel Bedford, construit à l'emplacement de l'ancienne usine de la Linière. On raconte qu'en juin 1914, lors d'un incendie qui détruisit une partie des bâtiments, les échelles de pompiers furent totalement inefficaces, pour la bonne raison qu'elles étaient toutes en bois. Arrivé à proximité du pont-barrage, notre bateau-mouche a entrepris la remontée du fleuve, non sans nous avoir permis d'apercevoir l'entrée du canal Albert. Et voici maintenant le pont Atlas V, long de 315 mètres. Il enjambe à la fois la fin de la dérivation, la Meuse et l'ancien canal de Maastricht. Ce petit canal prenait sa source sous la première arche du pont. Il se dirigeait vers le port fluvial de Coron-Meuse. Mais après la construction du canal Albert, il a perdu toute utilité et il a été muré à hauteur de la place Coron-Meuse. Aujourd'hui, il ne sert plus que de cale sèche pour quelques bateaux de plaisance. Nous longeons à nouveau le quai Saint-Léonard et sa voie rapide. Sur l'autre rive, le quai Godefroy-Kurt, plus calme, accueille à marée à ses berges toute une série de péniches transformées en habitations et parfois en galeries ou en restaurants un peu bizarres. Et voilà, nous terminons ici notre voyage dans le temps. Il ne nous reste plus qu'à regagner notre port d'attache et, si le cœur nous en dit, de peut-être continuer notre promenade tout au long du Ravel en regardant le soleil se coucher sur la Meuse et sur la ville.